Hi everyone and welcome. We are joined again by Ted Bonjour à Postol, tous et bienvenue. Professor Emeritus Nous sommes à at nouveau MIT, rejoints par Ted Postol, also professeur an émérite expert au on MIT nuclear et weapons également expert en and their armement delivery nucléaire et systems. en système de livraison de Professor ces Postol armes. has also Le worked professeur Postol a aussi for the government travaillé pour le and the Pentagon. gouvernement et le Pentagone. So yeah, welcome Donc, back to bienvenue à nouveau dans Professor l'émission. Postol. C'est un grand plaisir d'être sur votre programme. So, Merci. I was thinking that your Je me disais que expertise votre must be expertise devait être assez recherchée en ce moment, vu ce qui se passe en Iran. Trump a dit qu'il ne voulait pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Donc la solution a apparemment été de bombarder ses installations nucléaires. Selon ses propres mots, elles ont été anéanties. Cependant, comme nous l'avons appris, les Iraniens ont retiré l'uranium enrichi avant l'attaque, ce qui était probablement une bonne chose pour éviter toute radiation. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où le stock iranien, je crois qu'il s'agit d'environ 400 kilos d'uranium hautement enrichi, a disparu. Eh bien, ce n'est pas un problème pour les Iraniens, mais ça l'est pour nous. Et je suppose qu'une partie du problème vient du fait que toute la transparence, désormais assurée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, eh bien, ils ne peuvent plus vraiment faire leur travail, étant donné qu'ils sont perçus comme ayant, été un peu trop impliqués, ou ayant participé à cette attaque contre l'Iran. Donc, que voyons-nous ici? Parce que je sais que Trump est assez optimiste quant à la fin du programme d'armes nucléaires de l'Iran, rien d'autre à signaler. Mais pour les plus sceptiques, il voit maintenant un pays qui a toutes les raisons du monde de développer une dissuasion nucléaire, un pays qui sera très prudent quant à toute surveillance de l'AIEA. Que pensez-vous de cette situation? Eh bien, je vais dire quelques mots. Je suis vraiment une personne technique, pas tellement une personne de politique. Mais évidemment, les aspects les plus importants sont les implications politiques, en supposant que l'évaluation technique soit correcte. Et je pense avoir une évaluation technique correcte. Je pense que, d'un point de vue géopolitique, il faut désormais considérer l'Iran comme un État doté d'armes nucléaires non déclarées. Nous n'avons plus aucune capacité à déterminer si les Iraniens prennent ou non l'uranium enrichi à 60% qu'ils ont déjà obtenu et le transforment en matière de qualité militaire. Et quand je parle de qualité militaire, je ne parle pas d'un enrichissement à 90%. Je vais expliquer cela à votre public dans un instant. Ils ont déjà démontré leur capacité à produire de l'uranium de qualité militaire. Je pense qu'au début de 2023, l'Agence internationale de l'énergie atomique a détecté des particules d'uranium enrichies à 83,7%. Désolé pour toutes ces décimales, mais c'est ce qu'ils ont rapporté. J'ai fait quelques recherches, je montrerai les détails à votre public, mais en gros, ils ont démontré qu'un enrichissement à 83,7% leur permettrait de fabriquer 10 bombes atomiques à partir de leur stock d'uranium enrichi à 60%. Donc, ils n'ont pas besoin d'atteindre 90%, comme tout le monde le pensait. Ils l'ont démontré en interne. C'est évident qu'ils l'ont fait, puisque l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'a détecté. Et selon mon propre point de vue, basé sur mon expérience en tant que technicien, ce niveau d'enrichissement était une expérience. Même lorsque vous disposez d'une technologie que vous pensez maîtriser, vous souhaitez la tester. Vous voulez vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu. Et bien sûr, enrichir à 83,7% est un test de la capacité de leur centrifugeuse. Ils étaient presque certainement convaincus de pouvoir le faire, mais ils vérifiaient simplement. Et cela constitue une démonstration d'un enrichissement suffisamment important pour fabriquer une bombe atomique. Avec la quantité d'uranium qu'ils ont enrichi à 60%, soit environ 408 kg. Là encore, cette précision est due à la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils disposent de 408 kg d'hexafluorure d'uranium.
kilograms of uranium hexafluoride. The uranium hexafluoride is a gas. L'hexafluorure d'uranium est un gaz. Enfin, c'est un solide à température ambiante, mais si on élève un peu sa température, il devient un gaz. Et lorsqu'il est à l'état gazeux, on peut utiliser certains types d'appareils, dans ce cas des centrifugeuses, pour enrichir l'hexafluorure d'uranium, de façon à ce qu'il soit principalement composé d'uranium-235, qui est utilisé pour fabriquer une arme par rapport à l'uranium-238, qui n'est pas utilisable pour une arme atomique. Je vais expliquer cela un peu plus en détail. Les diapositives que je vais vous montrer sont extraites d'un ensemble plus large de supports de présentation. Et tout ce que votre public a à faire, c'est de m'envoyer un email, et je leur enverrai l'ensemble complet. Donc, pour ceux qui voudraient mettre en place cette capacité dans leur garage ou ailleurs, ils sauront quoi faire. Ils verront à quel point c'est facile. Mais en fin de compte, d'un point de vue technique, si vous disposez d'environ 400 kg d'uranium enrichi à 60%, il ne faut presque aucun effort supplémentaire d'enrichissement pour atteindre 90%, ou dans ce cas, 83,7%. Cela suffit à produire 10 bombes atomiques à partir de ces matériaux. Et les Iraniens, comme je le montrerai brièvement plus tard, ont construit environ 13 000 centrifugeuses, depuis qu'ils ont cessé d'autoriser l'Agence internationale de l'énergie atomique à surveiller leur installation de production. L'Agence internationale de l'énergie atomique a suivi leurs 408 kg d'uranium enrichi à 60%, ce qui permet de déterminer qu'ils ne l'ont pas encore enrichi davantage pour produire des armes nucléaires. Nous n'avons plus cette capacité maintenant, bien sûr. Ils ont expulsé l'AIEA, donc il n'y a plus de surveillance de ce matériel. Mais l'AIEA n'a pas pu surveiller la production de centrifugeuses. Maintenant, si vous avez 13 000 centrifugeuses, juste pour vous donner une idée, et que vous voulez construire ce qu'on appelle une cascade, je vais vous montrer brièvement ce que signifie une cascade. Les cascades que nous connaissons, encore une fois, grâce à la surveillance de l'AIEA, avec lesquelles les Iraniens ont expérimenté, utilisent 174 centrifugeuses. Et nous savons exactement quelle est cette configuration. À ma connaissance, cela n'a pas été publié, mais j'ai un schéma que j'ai réalisé. J'ai simplement déterminé à quoi doit ressembler la configuration. En gros, l'une de ces cascades de centrifugeuses devrait pouvoir produire, toutes les 4 à 5 semaines, suffisamment d'uranium enrichi à 83,7% pour fabriquer une bombe atomique. Donc, toutes les 4 à 5 semaines, une cascade. Maintenant, si vous dites que vous avez 13 000 centrifugeuses en production et qu'il n'y a pas de supervision, eh bien, si seulement 1,5% de ces centrifugeuses en production sont détournées, ce qui serait une chose prudente à faire pour les Iraniens, alors il serait facile d'obtenir la cascade de 164 centrifugeuses. Il ne serait donc pas du tout difficile pour les Iraniens de détourner le nombre de centrifugeuses nécessaires pour constituer une seule cascade capable de produire une arme atomique toutes les 4 à 5 semaines. Donc, s'ils disposent de 3 ou 4 de ces cascades, je n'ai aucune idée du nombre exact, eh bien, divisez par 3 ou 4, et vous obtenez seulement quelques semaines pour produire une arme atomique toutes les quelques semaines, car la capacité s'additionne simplement de façon linéaire. Donc, si vous étiez assis, si je vous conseillais et que vous étiez le chef d'un pays, et que vous vouliez simplement savoir, de la part de votre conseiller façon Gengis Khan, votre conseiller technique, quelle est la capacité potentielle de la nation qui vous inquiète à fabriquer des armes atomiques? Je vous dirais que nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas cette information précise, mais il serait imprudent, absolument imprudent, de supposer qu'ils ne sont pas déjà un État doté de l'arme nucléaire. En d'autres termes, ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit.
reach they don't have to say anything. In fact, I think their strategy that would En fait, je pense que la stratégie qui aurait le plus de sens du point de vue iranien est de faire ce qu'ils font actuellement. Ils rencontrent en ce moment des inspecteurs techniques de l'AIEA. Ils ne veulent absolument pas de Grossi sur place. Il est exclu. Il est persona non grata. Et il devrait l'être, à mon avis, car il n'a pas été une personne indépendante. Il a collaboré avec des nations qui ont des intérêts néfastes en Iran. Et il est un fonctionnaire international, pas un serviteur des services de renseignement américains ou israéliens. Donc, fondamentalement, la position que semblent adopter les Iraniens à ce stade est de ne rien dire sur ce qu'ils font réellement et de laisser la question ouverte quant à savoir s'ils ont ou non procédé à la fabrication d'armes atomiques. Et la question qu'une personne technique, la seule question qu'une personne technique peut analyser est si et alors. Et s'ils l'ont fait, ils ont certainement la capacité d'avoir détourné une très petite fraction des centrifugeuses qu'ils ont déjà construites vers une installation externe extrêmement réduite. L'une de ces cascades dont je parle, 164 centrifugeuses, occuperait 60 mètres de surface au sol. En d'autres termes, cela prendrait autant de place qu'un appartement modeste à Oslo. On pourrait l'installer dans un salon. Et la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner les cascades serait de quelques dizaines de kilowatts. Vous pourriez obtenir cela à partir d'une voiture à essence. Vous savez, une Prius. Je conduis une Prius. Donc, une Prius a un moteur à essence. Le moteur à essence entraîne un générateur qui recharge ensuite des batteries ou alimente un moteur électrique. Et vous disposez de 150 kW de puissance grâce à la combinaison du moteur et du générateur d'une Prius. Donc, si je disposais d'une de ces unités, je pourrais faire fonctionner 3, 4 ou même plus de ces cascades dans un espace au sol n'excédant pas 60 mètres carrés. Si j'avais encore 60 ou 80 mètres carrés d'espace au sol, je pourrais prendre ce matériau d'hexafluorure d'uranium, qui, comme je l'ai dit, est un gaz au-dessus de la température ambiante, mais devient une sorte de solide blanc et poudreux à température ambiante. Et je peux le convertir en métal d'uranium. Et cela ne prendrait que... Ce n'est qu'une petite opération aussi. Je veux dire, je pourrais faire tout cela dans une installation de peut-être 120, 150 mètres carrés. Quelque chose comme ça n'est pas difficile à dissimuler. Je veux dire, ce n'est pas une installation gigantesque comme Ispahan ou Natanz. C'est une petite installation qui peut être cachée dans un bâtiment en ville ou sous une montagne à 500 ou 1000 mètres. Ce n'est pas une installation immense, difficile à construire sous une très grande épaisseur de terre. Et je ne peux pas dire ce qu'il y a là-bas, mais je peux vous dire ce qui est nécessaire. Et il faudrait être complètement sourd, muet et aveugle pour ne pas prendre très au sérieux le potentiel que je viens de vous décrire. Nous n'avons donc aucune idée de l'existence ou non d'une telle installation. Et je dirais que si vous étiez un chef d'État inquiet de la possibilité que l'Iran utilise des armes nucléaires contre vous, vous seriez absolument obligé de les considérer comme un État doté d'armes nucléaires non déclarées, dans la même catégorie qu'Israël. Cela a des implications géopolitiques majeures, sur lesquelles vous êtes mieux qualifié que moi pour vous exprimer. Mais ce n'est pas un sujet mineur, car nous avons un autre État qui en est un exemple, et qui s'est déclaré État doté d'armes nucléaires. Il s'agit du Pakistan, et le Pakistan a démontré qu'il possédait des armes nucléaires, je crois. C'était 2 semaines après que les Indiens ont procédé à une explosion nucléaire. Ils n'ont pas assemblé cette arme en 2 semaines. Ils l'avaient déjà. Donc, le petit secret inavoué de l'enrichissement nucléaire
de l'enrichissement pour l'énergie nucléaire, c'est que la capacité d'enrichissement nécessaire pour faire fonctionner un programme moderne de production d'énergie nucléaire est énorme, considérablement plus grande que la capacité d'enrichissement nécessaire pour fabriquer une arme atomique. Donc, dans le cas dont nous parlons, cette cascade de 164 centrifugeuses a environ 150 fois moins de capacité d'enrichissement que ce qu'il faudrait pour alimenter une seule centrale nucléaire, une centrale électrique de 1000 MW. Il faudrait, vous savez, que cette cascade nécessite 150 000 unités de ce qu'ils appellent le travail de séparation. Or, cette cascade ne dispose que d'une capacité de 1000 unités de travail de séparation. Donc, le petit secret inavoué, c'est que si vous avez un programme d'énergie nucléaire, vous avez une capacité énorme à enrichir davantage l'uranium et à produire des armes atomiques. C'est une observation technique extrêmement importante en raison de ses implications politiques. Maintenant que nous n'avons plus aucune information sur la destination de l'uranium enrichi à 60% en Iran, ils sont effectivement un État doté de l'arme nucléaire à mes yeux. Si j'étais Israël, je considérerais qu'ils sont un État nucléaire. Ne les poussez pas d'une manière qui les amènerait à utiliser des armes nucléaires contre vous, car il y aura quelque chose sur Tel Aviv ou Haïfa. J'étais à Téhéran il y a 2 mois, en mai, et j'ai visité l'une de leurs installations nucléaires. Lors des discussions sur place, j'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires, tout simplement parce que cela pourrait entraîner une spirale de prolifération dans la région. Cela dit, après l'attaque contre l'Iran, l'attaque contre leurs réacteurs nucléaires pendant les négociations, et aussi, je pense qu'ils sont assez convaincus qu'Israël et Washington, bon sang, ne sont pas prêts à abandonner et à laisser tomber. Donc je pense qu'ils pourraient être en train de changer, même dans les 2 mois qui se sont écoulés depuis ma visite. Je suppose qu'ils modifient leur orientation stratégique. Eh bien, ils peuvent en fait maintenir leur position publique. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas décidé s'ils allaient construire des armes nucléaires ou non, alors qu'ils en ont déjà construit. En fait, si je conseillais la direction iranienne en tant que technicien, je dirais bien avançons et construisons les armes. Ainsi, si nous sommes attaqués, nous pourrons répondre dans un délai suffisamment court. Vous savez, si nous devons répondre en quelques jours ou semaines, plutôt que de devoir les produire à la dernière minute. Ainsi, nous les avons sous la main et nous avons les armes. Nous n'avons pas besoin de les tester car ce sont des armes très simples, à faible technologie. Je peux expliquer cela brièvement à votre public. Donc, nous n'avons pas besoin de tester les armes. Nous pouvons les garder dans un sous-sol et ne pas déclarer que nous sommes un État doté de l'arme nucléaire. Nous pouvons dire, nous pouvons devenir un État doté de l'arme nucléaire très rapidement si vous utilisez cela contre nous, si vous nous y forcez. Nous ne sommes pas un État déclaré possédant l'arme nucléaire. Nous ne nous déclarons pas comme tel. Et vous jouez le même jeu que les Israéliens. C'est ce que je recommanderais comme politique à adopter par l'Iran si j'étais conseiller politique et technique auprès de la direction iranienne. Parce que je dirais que nous avons vraiment besoin d'une capacité de riposte si nécessaire, si ces gens continuent sur leur lancée. Mais en même temps, nous ne voulons pas provoquer l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Ainsi, nous pouvons pratiquement avoir le meilleur des 2 mondes, car personne ne peut savoir. Il n'y a aucun moyen pour quiconque de le savoir, tant que nous pouvons garder le secret. Donc cela doit être gardé. Vous savez, cela doit être une information extrêmement confidentielle. Mais vous savez, comme c'est souvent le cas, on peut limiter toute cette opération à un très petit nombre de personnes, parce que l'installation nécessaire est extrêmement réduite.
Alors, pourquoi est-ce que peut-être que je devrais simplement vous donner un... Oui, passons aux diapositives, si vous pensez que cela peut être utile. Sinon, interrompez-moi simplement et dites que nous avons terminé. D'accord, je vais activer le partage. Vous voyez mon écran? Oui, et vous voyez mon curseur? Oui, parfait, c'est bon. Très bien. Donc, laissez-moi simplement vous montrer la situation concernant les centrifugeuses. Si l'on regarde le nombre, ce graphique vous montre simplement le nombre de centrifugeuses que l'Iran a possédées en fonction du temps. Et si vous regardez vous voyez bien mon curseur, n'est-ce pas? Oui. Comme vous pouvez le voir, si vous regardez la période initiale, jusqu'à environ 2015, vous pouvez constater qu'il y avait un nombre très faible. Ici, 5000 centrifugeuses. Là, il s'agit d'un peu plus d'1 millier, 1300 ou 1400 centrifugeuses. C'est le nombre de centrifugeuses auquel le plan d'action global commun, le JCPOA, qui a été accepté par les Européens et les États-Unis, a limité les Iraniens. Et ces centrifugeuses avaient une capacité d'enrichissement relativement modeste. Je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant. Donc, ils étaient limités à ce niveau. Malgré toutes les critiques du JCPOA par des personnes qui, d'après ce que je peux en juger, n'avaient aucune idée de ce dont elles parlaient, car il s'agit d'un régime très restrictif. Rappelez-vous que nous ne surveillons pas seulement le nombre de centrifugeuses que possédait l'Iran, mais nous surveillons également les matériaux nucléaires qu'il produisait. Donc, nous étions plutôt en bonne position. C'était un régime assez strict. Puis bien sûr, en 2019, Donald Trump s'est retiré du JCPOA. Et bien entendu, les Iraniens ont reçu très peu des avantages du JCPOA, car ils étaient censés obtenir un allègement des sanctions, ce qu'ils n'ont pratiquement pas eu. Et c'est un autre problème de la diplomatie occidentale. On n'est jamais récompensé, on est seulement puni. On conclut un accord, et tout à coup, l'accord traite d'autres questions qui n'en faisaient pas partie. C'est donc un véritable problème lié au comportement diplomatique de l'Occident, en particulier des États-Unis. On commence à observer une relance du programme de centrifugeuses vers 2019. Aux alentours de 2021, les Iraniens ont déclaré « Vous pouvez surveiller les matériaux que nous produisons, mais vous ne pouvez pas surveiller notre production de centrifugeuses. À partir de maintenant, nous allons produire des centrifugeuses et vous ne pourrez pas surveiller notre chaîne de production. » Pendant cette période, de février 2021 à aujourd'hui, les Iraniens ont produit plus de 13 000 centrifugeuses. Combien de ces centrifugeuses ont été détournées à des fins clandestines? Nous n'en avons aucune idée. Il pourrait s'agir de pièces détournées, de centrifugeuses elles-mêmes ou de composants. Il faudrait être un saint pour ne pas se prémunir contre la possibilité d'un retour de bâton de l'Occident, car l'Occident n'a jamais récompensé les Iraniens pour leur conformité auparavant, même lorsqu'ils ont fait d'énormes efforts. Donc, les Iraniens possèdent ces centrifugeuses. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'une d'elles. Les détails ne sont pas importants pour votre public, mais c'est juste pour vous donner une idée de leur apparence. Voici à quoi ressemble une centrifugeuse. En réalité, ce n'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Ici, vous voyez, c'est une centrifugeuse. Ça, c'est l'enveloppe extérieure. Et l'enveloppe extérieure de cette centrifugeuse est un vide. Elle sert de contenant sous vide. À l'intérieur de ce récipient sous vide se trouve un élément rotatif. Ce récipient fait environ 30 cm de diamètre, un pied pour ceux qui utilisent le système anglo-saxon, donc un pied de diamètre, et à l'intérieur, il y a un cylindre rotatif d'environ 24 ou 25 cm de diamètre. Si l'on revient au schéma précédent, ici,
nous avons le cylindre rotatif représenté en rouge. Cette image est trompeuse, et je ne vais pas m'attarder dessus, car elle n'apporte pas à votre public une information essentielle à ce niveau de discussion. Mais ce cylindre tourne en fait à une vitesse énorme, environ 70 000 tours par minute. C'est énorme. Pour vous donner une idée de la puissance des forces centrifuges exercées sur la paroi de ce cylindre, elles atteignent entre 350 000 et 500 000 fois la gravité terrestre. C'est donc une force équivalente à 500 000 fois la gravité qui s'exerce sur vous contre le mur à cause de l'élément rotatif. Si vous étiez une puce sur le mur, la force latérale exercée sur vous pendant la rotation serait d'environ 1 livre. C'est donc une force considérable. Cet élément tourne, et on peut imaginer à quel point les parois doivent être usinées avec précision. Tout est équilibré sur une tête en forme d'épingle pendant la rotation, afin de consommer peu d'énergie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, on peut considérer cela comme une unité dans laquelle on injecte du gaz d'hexafluorure d'uranium, qui est un mélange d'uranium-235 et d'U-238, et d'où sortent de l'uranium enrichi d'un côté et de l'uranium appauvri de l'autre. Donc, ce que vous faites, c'est prendre cette centrifugeuse unique et construire ce qu'on appelle une cascade. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une cascade. Voici la cascade de 164 centrifugeuses, avec laquelle les Iraniens font des expériences, juste pour vous donner une idée très approximative du fonctionnement d'une cascade. Encore une fois, c'est très simplifié. Je prends simplement une partie de la cascade et j'y introduis l'hexafluorure d'uranium. C'est un gaz. Maintenant, à la sortie de chacune de ces centrifugeuses, on obtient soit de l'uranium enrichi, légèrement enrichi, très légèrement enrichi, ou très légèrement appauvri. J'ai des étapes pour appauvrir l'uranium. Donc dans ce cas, regardons l'étape d'uranium appauvri après l'alimentation. J'introduis cela dans l'entrée d'une rangée de centrifugeuses en dessous de moi, et je prends l'uranium enrichi de ce flux appauvri pour le réinjecter dans le flux supérieur. Je prends l'uranium appauvri et je l'introduis dans un flux appauvri. Et finalement, je l'évacue simplement sous forme de résidu. Il s'agit d'un matériau qui est principalement dépourvu d'uranium-235. Dans la partie d'enrichissement de la cascade, j'ai l'alimentation qui arrive. J'ai de l'hexafluorure d'uranium enrichi qui en sort, et je l'introduis dans l'entrée de l'étape suivante. Ensuite, j'ai de l'uranium enrichi que j'introduis dans l'étape suivante, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un produit enrichi. Pendant ce temps, chacune de ces étapes d'enrichissement est réinjectée dans l'étape précédente, où elle est à nouveau enrichie. Nous avons donc ce mécanisme de rétroaction, où j'enrichis et j'appauvris. Cela me permet d'utiliser très efficacement la multiplicité des centrifugeuses. À quoi ressemble donc une cascade? Eh bien, voici un ensemble de ces centrifugeuses à uranium installées dans une pièce. Remarquez qu'il y a des conduites qui en sortent. Chacune de ces conduites est une entrée, c'est un apport. L'une de ces conduites extrait de l'hexafluorure d'uranium enrichi, l'autre extrait de l'hexafluorure appauvri. Maintenant, comme ces conduites sont suffisamment longues, je peux toujours réorganiser physiquement les cascades. Elles n'ont pas besoin d'être disposées. Oh, pardon. Ils n'ont pas besoin d'être disposés en rangée, comme je le montre ici. Je peux simplement les prendre et utiliser les lignes pour les réorganiser physiquement. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de les réarranger dans n'importe quelle configuration qui a du sens. Eh bien, nous avons une photographie de ces ensembles. En fait, voici une autre photo à regarder.
Vous pouvez les voir simplement alignés en rangée. Donc, si je veux connaître la taille d'un ensemble de 164 centrifugeuses, je sais qu'elles font environ un pied de large, séparées d'environ un pied. Ce sont donc 164 centrifugeuses disposées de façon à minimiser l'espace au sol. Eh bien, cela fait 24 pieds sur 26 pieds. Cela représente environ 600 pieds carrés, soit environ 60 mètres carrés. Vous savez, un studio de taille confortable, et l'énergie dont ils ont besoin est très faible. Ils nécessitent entre 5 et 20 watts de puissance, selon la nature de la centrifugeuse et ses caractéristiques de conception. Donc, ils ne prennent pas beaucoup de place et ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Vous pouvez donc avoir votre voiture Prius, là, et vous utilisez l'énergie de la Prius dans votre grotte. Il faut bien sûr évacuer les gaz, mais ce n'est pas un gros problème. Et vous disposez d'une installation très petite où vous enrichissez de l'uranium. Maintenant, la vraie question est, pourquoi est-il si facile de réaliser cet enrichissement final de l'uranium? Et il s'avère que ce n'est pas difficile à comprendre, même si, à ma connaissance, je suis la seule personne à l'avoir expliqué en des termes aussi simples. Donc ce que je m'apprête à dire, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, du moins à ma connaissance. Ainsi, ceux dans votre public qui se concentrent sur cette question, et c'est une question importante, parce que ce que je dis, c'est que si vous disposez d'uranium hautement enrichi, l'étape suivante est facile. Ce que la plupart des gens pensent intuitivement, pour des raisons compréhensibles, c'est que l'étape finale est très difficile. Mais en réalité, c'est l'inverse. L'étape finale est très facile, à condition d'avoir maîtrisé toutes les autres étapes. Ce que je montre dans ce dessin conceptuel particulier, c'est que si nous regardons ces cases, des cases vides et des cases rouges que j'ai dessinées ici, pensez à elles comme à un exemple d'une poêle remplie d'eau mélangée à du sucre, et 10% du sucre se trouve dans l'eau de la poêle. Je chauffe la poêle pendant un certain temps, donc j'apporte une certaine quantité de travail pour évaporer l'eau de la poêle. Voici donc une unité de travail. Une unité de travail, 2 unités de travail, 3 unités de travail, et ainsi de suite. Après une unité de travail, nous allons quantifier cela très bientôt, je passe de 10% enrichi à 11% enrichi. Ensuite, je passe à 14% enrichi, puis à 17% enrichi, et finalement, j'atteins 50% enrichi. Remarquez qu'à chaque étape, je fais un saut beaucoup plus important vers le niveau d'enrichissement suivant, jusqu'à atteindre 50% d'enrichissement. Donc, si je passe de 50% à 100%, ça ne représente qu'une seule étape. Si je prends la casserole de sucre et d'eau et que je la fais bouillir jusqu'à ce qu'elle atteigne 50%, alors je la stocke quelque part. Je la mets simplement dans un bocal. Ensuite, lorsque j'ai besoin d'atteindre 100%, il ne me reste plus qu'une seule étape de chauffage à effectuer. C'est ce qui est illustré ici, dans ce graphique. Voici les étapes. 3, 4, 5. Remarquez que lorsque vous arrivez à 9, dans cet exemple, vous êtes à 50% et il ne vous reste plus qu'une étape pour atteindre 100% d'enrichissement. D'accord, le processus réel d'enrichissement est un peu plus compliqué que cela. Pas beaucoup, mais conceptuellement, c'est la même chose. On peut considérer que chaque centrifugeuse est capable d'effectuer une certaine quantité de travail, du travail de séparation, comme on l'appelle généralement. C'est une unité qui est une véritable unité thermodynamique. Ce n'est pas exactement de l'énergie, mais c'est proche. Et conceptuellement, c'est une très bonne analogie avec la capacité de séparation, similaire à l'ébullition de l'eau. Donc, si j'ai 3200 kg d'uranium naturel, qui contient 0,7% d'uranium-235, et que je veux de l'uranium-235 enrichi à 90%, parce que c'est ce que je vais utiliser pour fabriquer une bombe, il me faut
3200 kg d'uranium naturel pour obtenir environ 25 kg d'uranium-235 à 90%. Mais bien sûr, cet uranium-235 est dispersé dans tout le matériau. Maintenant, j'ai besoin d'environ 3500 unités de travail de séparation pour atteindre 3% ou 3,5% d'uranium-235 pour mon réacteur nucléaire. D'accord. Donc, 3500 unités de travail de séparation pour obtenir environ 600 kg d'uranium enrichi à 3,5%. Eh bien, si je veux exploiter un réacteur nucléaire, j'ai besoin d'environ 27 tonnes d'uranium enrichi à 3,5% par an pour maintenir le fonctionnement du réacteur. Il me faut donc une capacité d'environ 150 000 unités de travail de séparation par an pour faire fonctionner un seul réacteur électrique de 1000 MW. C'est donc la capacité dont j'ai besoin si j'ai un programme d'énergie nucléaire produisant de l'uranium légèrement enrichi pour mon réacteur. Mais si je veux enrichir à 20%, par exemple si je possède un réacteur expérimental, comme les Iraniens en avaient un, pour produire des isotopes spéciaux, des isotopes médicaux et autres, il faut remarquer que je n'ai besoin que de moins de la moitié du travail de séparation pour atteindre un enrichissement à 20%. Et ce que faisaient les Iraniens, c'est qu'ils enrichissaient à environ 20% pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils commencent soudainement à enrichir à 60%. Ils n'avaient donc besoin que de 400-380 unités de travail de séparation pour passer de 112 kg, rappelez-vous, en partant de 3200, de 112 kg enrichi à 20% à environ 37,5 kg d'uranium enrichi à 60%. Nous avons donc ici une unité de 37,5 kg d'uranium enrichi. Pensons-y comme à 40 kg d'uranium enrichi. Et nous avons 400 kg de ce matériau dont nous ne savons plus où il se trouve. Ainsi, chaque paquet de 40 kg d'uranium enrichi à 60% pourrait être encore enrichi pour obtenir 25 kg d'uranium enrichi à 90%. D'accord. Cela n'augure rien de bon, comme on dit au Moyen-Orient, quant à ce qui pourrait arriver. Mais examinons tout de même la situation. Il s'avère qu'à la fin de 2022 ou au début de 2023, l'Agence de l'énergie atomique a signalé avoir trouvé des particules d'uranium à l'installation de Fordow enrichies à 83,7% d'uranium-235. Cela a été rapporté, mais il n'y a pas eu beaucoup de commentaires à ce sujet. Ce qui aurait dû être dit, c'est qu'il s'agit d'un niveau militaire. Personne ne l'a dit, à ma connaissance. Vous pouvez me corriger, ou peut-être que quelqu'un dans votre public pourrait me corriger. J'aimerais le savoir. Apparemment, personne n'a dit qu'il s'agissait d'un niveau militaire. C'est pourtant le cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut 120 unités de travail de séparation pour passer de ces 37,5 kg à 60% à 90%, ce qui vous donne assez pour une arme atomique. Mais il n'en faut que 92 pour atteindre 27 kg. Et il y a plus du Tauentons Twitsimalishi à 83,7%. Mais si l'on regarde maintenant, une masse critique d'uranium enrichi à 90% avec ce qu'on appelle un réflecteur de beryllium de 12 cm. Je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant. C'est assez simple à assembler. Représente un peu plus de 14 kg. Donc il faudrait, je ne me souviens plus du chiffre exact, peut-être 8 cm de diamètre, quelque chose comme ça, ou 10 cm de diamètre. Si vous avez de l'uranium enrichi à 83,7%, vous pouvez toujours obtenir 16,5 kg de métal d'uranium, ce qui est suffisant pour une bombe atomique. Donc à 83,7%, vos 10 lots de 37,5 kg d'hexafluorure d'uranium à 60% vous donnent 10 bombes atomiques. C'est donc à peu près le bon nombre si vous voulez fabriquer des bombes atomiques. Si l'on regarde simplement à quoi pourrait ressembler une bombe atomique, examinons cette configuration ici.
let's look at this configuration here. This is a postulated uranium Voici un noyau métallique d'uranium postulé, un noyau d'uranium métallique. Il contient environ 14 kg d'uranium-235. Il est entouré d'un réflecteur en beryllium. Le beryllium est un matériau très léger. Il sert à faire en sorte que, lorsque les neutrons se multiplient dans l'uranium lors d'une détonation nucléaire, de nombreux neutrons s'échappent dans l'atmosphère. On place donc ce réflecteur en beryllium autour du noyau pour réfléchir ces neutrons vers le matériau, ce qui permet d'obtenir une masse critique beaucoup plus faible. Sinon, il faudrait une masse critique, peut-être une masse critique nue, de plus de 50 kg. Donc, au lieu d'avoir une masse critique nue, on utilise simplement du beryllium pour l'entourer, un matériau que l'on sait manipuler. Vous avez donc environ 40 kg de matière nucléaire, 14 kg d'uranium, et le réflecteur fait environ 28 kg de beryllium. Je trouve toujours mes erreurs quand je donne une conférence. Quoi qu'il en soit, ainsi soit-il. Très bien, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, l'autre point que je veux souligner, qui est très important à garder à l'esprit, c'est que construire une bombe atomique sphérique avec un réflecteur à partir de 14 kg d'uranium-235 n'est pas une arme de haute technologie. Je veux insister sur le fait que ce n'est pas une arme de haute technologie. Cela ne devient de la haute technologie que lorsque vous essayez d'imploser l'arme pour augmenter sa densité afin que la masse critique soit encore plus petite. Là, il vous faut une lentille explosive sophistiquée qui ne fait pas tout exploser dans tous les sens. Avec les 14 kg, il suffit simplement d'assembler les pièces. Voici donc un schéma théorique tiré de l'Encyclopædia Americana qui postule que vous avez une masse sous-critique avec deux allésages, où les composants qui constitueraient une masse critique sont projetés de façon explosive vers le centre. Ce n'est pas un dispositif qu'il est nécessaire de tester pour être sûr qu'il fonctionnera. Nous avons largué la bombe Little Boy sur Hiroshima sans jamais avoir effectué de tests nucléaires avec elle. Nous avons bien sûr fait des essais avec de l'U-138. En d'autres termes, nous nous sommes assurés que le mécanisme d'assemblage ne se bloquerait pas d'une manière ou d'une autre. Mais c'était un jeu d'enfant. C'était comme tomber de sa chaise. L'U-238 se comporte exactement de la même façon physiquement que l'U-235 dans une configuration de canon. Donc si vous pouvez le faire avec de l'U-238, vous avez une arme. L'argument selon lequel les Iraniens auraient besoin de faire beaucoup d'essais est donc absurde. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ils n'ont donc pas besoin de faire des essais pour avoir une bombe. Et ils n'ont pas besoin de faire des essais pour être très confiants que leur bombe fonctionnera. Maintenant, quel devrait être le poids de la bombe? Eh bien, il faut environ 50 kg de matière, y compris le réflecteur, ce qui serait plus grand que cela. Donc cela ressemblerait à un schéma différent, parce qu'il y aurait une paroi extérieure beaucoup plus épaisse. Et il faudrait des dispositifs pour imploser le mécanisme. Peut-être que ce sont deux hémisphères. Qui sait ce qu'ils choisiraient de faire? C'est leur choix. Cela pourrait être deux hémisphères, peu importe. Il n'est pas nécessaire que ce soit quoi que ce soit de semblable à ce qui est montré ici. Il suffit que ce soit un assemblage. Procédé d'assemblage par canon, signifiant poudre explosive. Il n'est même pas nécessaire d'avoir une technologie de pointe. Disons donc que l'ensemble du dispositif pèse le double du poids des composants nucléaires. Disons que cela pèse 3 fois le poids des composants nucléaires. Si vous lui donnez 3 fois les composants nucléaires, l'engin livrable pèse 150 kg. Or, le missile longue portée moyen qui livre des explosifs à Tel Aviv et Haïfa transporte 450 ou 500 kg d'explosifs. Cela signifie donc que la charge utile de l'un de ces missiles n'est pas du tout sollicitée.
Vous pourriez faire voler ce missile sur une trajectoire très élevée ou sur une autre trajectoire qui le rendrait beaucoup plus difficile à intercepter, même si les taux d'interception sont déjà très faibles. Les intercepteurs ne fonctionnent tout simplement pas, mais vous pourriez faire cela juste pour garantir une forte probabilité de livrer l'arme. Je pourrais parler des contre-mesures face aux défenses antimissiles, mais c'est un autre sujet. Une contre-mesure simple consisterait à déployer des leurres. Vous transportez beaucoup de poids supplémentaire. Les leurres pourraient ne peser que quelques grammes, donc vous pourriez submerger la défense antimissile avec des centaines de leurres lancées par un seul missile, car vous avez tellement de poids supplémentaire disponible dans la charge utile. Ce que je ferais, parce que je suis vraiment quelqu'un de méchant, c'est simplement faire tournoyer les missiles. Il faut réussir à trouver l'avant de ce missile. Si vous touchez une section ou une partie du missile, vous ne détruisez pas l'ogive. Elle sera très résistante. Donc vos chances d'interception sont pour toute fin pratique nulles. La fiabilité du moteur fusée qui lance l'ogive est la fiabilité la plus faible à laquelle vous serez confronté en matière de livraison d'une arme nucléaire. Donc, si vos moteurs sont fiables à 95, 97 ou 98%, et il semble que ces moteurs de fusée soient très fiables, c'est votre probabilité d'échec dans la livraison d'une arme nucléaire. Vous avez donc 95 à 98% de chances de livrer l'arme nucléaire si vous êtes l'Iran. Si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez ignorer et que vous êtes un dirigeant politique d'un pays susceptible de subir une riposte nucléaire de l'Iran, à mon avis, vous devez être remplacé, car vous ne servez pas au mieux les intérêts de sécurité de votre pays. Voilà la situation actuelle. C'est l'échec. Maintenant, il y a ici un point de vue politique qui est clair. J'ai joint à cette diapositive de présentation, et pour quiconque le souhaite, un article de Haaretz, ce journal israélien très progressiste et honnête. Je suis stupéfait qu'il soit publié avec autant de franchise. Cela montre qu'il reste quelqu'un avec des principes moraux en Israël. C'est pour cela que je m'accroche à Haaretz, parce que les standards moraux ont chuté. C'est comme un État nazi maintenant. Quand on a des gens prêts à commettre ce genre d'actes meurtriers, on a atteint le stade de l'Allemagne nazie. Il n'y a pas moyen de tourner autour du pot. Je veux dire, des soldats d'un État où il reste un minimum de moralité refuseraient de faire ce qui se passe à Gaza. C'est aussi simple que ça. Si des soldats américains avaient fait cela au Vietnam, ils auraient dû être jugés. Et nous avons eu des exemples de cela. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, avec cet officier du renseignement qui est colonel de réserve, le colonel, c'est généralement celui qui sait vraiment ce qui se passe. Mon expérience avec l'armée, c'est ne parlez pas à l'amiral ou au général, parlez au colonel. Et il parle des 400 kg et de ce que les Iraniens peuvent en faire. Donc je suggère à tout le monde de lire cet article de Haaretz. Je vous enverrai une copie après. Mais c'est un article vraiment important à cause de l'auteur. Ce type est dans la confidence. Il a été impliqué. Et en gros, ce qu'il dit, si vous lisez entre les lignes, comme je le ferai, donc je vais lire entre les lignes pour vous, et vous pourrez être d'accord ou pas quand vous lirez l'article. Il dit essentiellement que nous avons dit à Netanyahou que s'il faisait cela, il se retrouverait face à un État doté de l'arme nucléaire qui nous regarderait de haut, qui nous ferait face. C'est ainsi que j'interprète cet article. Et lorsqu'il dit dans l'article que nous avons travaillé en étroite collaboration avec la CIA sur cette évaluation, il dit aussi que la CIA l'a compris également. Et la CIA aurait informé le président des États-Unis s'il avait écouté. Et je crois que Tulsi Gabbard essayait de dire au président que nous allions nous retrouver avec un État doté de l'arme nucléaire si vous poursuiviez et faisiez ce que vous avez fait le 13 juin.
Il a été prévenu. Tulsi l'a prévenu. En fait, Tulsi Gabbard a produit cette vidéo avant cette attaque. Et elle parlait des conséquences d'une bombe atomique similaire à celle qui a détruit Hiroshima. Ce sont de ces bombes atomiques dont elle parlait. Et elle a eu des ennuis à cause de cela. Et la presse américaine, comme d'habitude, lui a prêté une intention. Elle cherche à attirer l'attention. Oui, elle essaie de vous dire. Le président est sur le point de prendre une décision capitale avec son ami Netanyahou pour créer un État doté d'armes nucléaires non déclarées au Moyen-Orient. Et elle a fait de son mieux, et je l'en félicite. Je lui donne une excellente note pour ses efforts, et je pense que toute personne responsable et informée devrait la féliciter pour ce qu'elle a tenté de faire. C'est ainsi que je vois la situation. Au lieu d'attaquer cette personne, qui essaye de faire le mieux pour la démocratie américaine et pour la stabilité et la paix mondiale. Donc, vous voyez, c'est mon gars, celui qui a la perspective du terrain, n'est-ce pas? Si vous voulez la perspective d'en haut, de quelqu'un qui est aussi très compétent, il faut parler à Jeffrey Sachs. Et vous savez, je connais maintenant Jeffrey assez bien, et nous communiquons ensemble. Je suis toujours impressionné par la façon dont il a cette vision globale qui correspond parfaitement à ma vision de terrain. Il se passait toutes sortes de choses au sommet dont je n'étais pas au courant, mais qui m'inquiétaient beaucoup. Mais c'est un autre sujet, car je voyais bien que des choses se tramaient. J'étais dans un groupe consultatif au ministère de l'Énergie. Nous étions des conseillers habilités sur nos efforts de prolifération des armes nucléaires. Et je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui clochait au sommet, mais je ne pouvais pas dire quoi. Et quand j'ai parlé à Jeffrey, j'ai découvert ce qui n'allait pas. Quoi qu'il en soit, cela a été une expérience intéressante de participer à ces discussions mondiales depuis que cette terrible situation est survenue. Mais tout cela était prévisible. Netanyahou et Trump devaient le savoir. Ils ont été informés, je le répète. Ils ont été informés par leurs services de renseignement des conséquences de leurs attaques. Et ils ont choisi de l'ignorer. Et maintenant, nous avons un État doté d'armes nucléaires non déclarées sur les bras. C'est aussi simple que cela, je pense. Trouvez une faille dans mon raisonnement. Je serai absolument ouvert à la discussion. N'hésitez-moi à stiwethinjesjo pour m'expliquer pourquoi est-ce mon restructuring est incorrect. Et cela m'intéresse. J'ai donné des A à des étudiants dans mes cours pour des dissertations qui critiquaient le raisonnement que j'avais présenté en classe et qu'ils faisaient bien. Si vous pouvez me montrer que j'ai tort, vous obtenez un A. Vous savez, je n'étais pas là pour enseigner aux gens afin qu'ils partagent ma compréhension, sauf en ce qui concerne les faits. Il faut utiliser des informations factuelles ou apporter des informations factuelles que j'aurais dû prendre en compte dans la discussion. Et si vous le faites et que vous montrez que j'ai tort, vous obtenez un A pour votre dissertation. Point final. Sans poser de questions. Et j'ai donné des A, et j'étais heureux de le faire. J'ai appris de mes étudiants. Le MIT a des étudiants très intelligents. Ils réussissent très bien. Je les aime vraiment. C'était très agréable de leur enseigner. Voilà la situation. Non, je pense que tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est probablement la direction que les Iraniens vont prendre. Mais il faut désormais les considérer comme un État doté de l'arme nucléaire. Je ne pense pas qu'ils feront une déclaration officielle, et je pense qu'ils auraient raison de ne pas le faire. Mais il faudra les considérer comme un État nucléaire. Du moins, c'est mon avis. Il serait insensé, si vous étiez inquiet, si vous faisiez quelque chose contre eux en pensant qu'ils pourraient répondre par une arme nucléaire, d'agir ainsi en toute impunité. Ce serait de la folie de les placer dans une situation où ils pourraient ressentir le besoin de riposter avec une arme nucléaire. Ce
Ce serait insensé de faire cela. Je pense que cela aurait dû être prévisible ou prévu. C'est prévisible. Bien sûr que ça l'était. Mais je pense qu'un défaut majeur dans le discours politique actuel en Occident est l'incapacité à identifier les intérêts des États adverses, c'est-à-dire à reconnaître ce que les opposants devraient faire par rapport à ce que vous voudriez qu'ils fassent. Ainsi, par exemple, comme vous l'avez dit, si vous conseillez l'Iran, vous diriez « obtenez une arme et ne dites à personne. Il faut au moins être prêt ». Maintenant, je dirais la même chose. Je pense qu'à ce stade, l'Iran serait insensé de ne pas développer une arme nucléaire. Encore une fois, si j'étais conseiller, je dirais « ils reviendront vous attaquer. Ils ne s'arrêteront pas avant que l'Iran ne devienne une autre Libye, ou une autre Syrie, ou un autre Irak, ou choisissez votre pays. » Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que j'aimerais les voir posséder des armes nucléaires. Je pense que ce serait. Mais en réalité, d'un point de vue politique, permettez-moi d'ajouter à votre déclaration, d'un point de vue politique, c'est en fait pire que ce que vous venez de dire, car il n'y a aucune idée de la prochaine étape. Si l'on regarde l'administration Obama, où j'ai perdu énormément de temps à essayer de les alerter sur des problèmes de renseignement qu'ils avaient, ce que je comprends maintenant n'était pas des problèmes. Ils mentaient. Je le sais désormais. Je prépare un exposé pour plus tard, où je montre comment l'administration Obama mentait à propos de la Syrie. Et cela est apparu lors des auditions de confirmation de Tulsi Gabbard, où ils ont essayé de présenter Tulsi Gabbard comme écoutant un illuminé, Theodore Postol, au sujet des attaques au gaz neurotoxique en Syrie. Donc Obama le faisait déjà en 2013. Il mentait sur les renseignements. Mais la position de l'administration Obama en 2013 était « Nous voulons qu'Assad parte ». Et ma question, pas une question sophistiquée, je ne prétends pas être un observateur international sophistiqué, ma question était toujours, eh bien, qu'est-ce qui va le remplacer? Y avez-vous réfléchi? Eh bien, nous savons maintenant ce qui va le remplacer. Al-Qaïda, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons. Et nous reconnaissons Al-Qaïda, ce groupe brutal de personnes qui assassinent des gens à tout va en Syrie, simplement des groupes différents. Et la Syrie s'est tout simplement effondrée. Et c'est ce que nous considérons comme notre succès, le succès américain, d'avoir renversé Assad. C'est ce que vous appelez une vision stratégique de grande stratégie. Franchement, à quel point peut-on être stupide? Il est difficile de ne pas être plus direct et de simplement qualifier cela de stupide, car cela n'a rien à voir avec. Eh bien, on pourrait être très poli et dire peut-être qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de prudence. Mais c'est incroyablement stupide. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est d'une imprudence inouïe. C'est d'une imprudence inouïe de forcer les Iraniens à se retrouver dans la situation où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il y avait une chance qu'ils n'aient pas encore assemblé d'armes nucléaires. Il y avait une certaine chance. Mais maintenant, je peux vous dire avec certitude, en ce qui me concerne, qu'ils les ont. C'est mon avis. Et moi, certainement, si je devais décider de faire ou non quelque chose qui pourrait exposer mon pays à se voir imposer une arme nucléaire, je ne ferais jamais rien pour les provoquer. Jamais. Parce que mon pays compte trop pour moi pour qu'une de ces armes lui soit imposée. Quiconque agit ainsi et se retrouve avec une arme nucléaire iranienne, sur les bras, mérite de passer à l'histoire comme un dirigeant ayant échoué pour son pays. Et je place Netanyahou en tête de cette liste. Et on peut voir la colère dans la déclaration de ce colonel israélien, car il dit que vous avez mis mon pays, Israël, en danger. C'est ce qu'il dit. Si vous lisez cela avec les bonnes informations en tête, alors s'il vous plaît, lisez-le. Tout le monde, lisez cet article de Haaretz.
paper. No, I think future historians will look back on this. Je sais. Je pense que les historiens du futur considéreront cette attaque contre l'Iran comme l'une des erreurs vraiment stupides, d'une imprudence inimaginable. De mon point de vue, encore une fois, je pense qu'un problème clé, et la raison pour laquelle cette stupidité se répète sans cesse, c'est l'obsession du récit. Les personnes qui disent que c'est une idée horrible, qu'elle risque fort d'amener l'Iran à développer des armes nucléaires, sont perçues comme opposées à cette action. Et on les accuse alors de prendre le parti de l'Iran, parce que c'est ce que l'Iran voudrait entendre. Mais c'est tout ce qu'il y a. C'est soit nous, soit eux. Il faut choisir un camp. Et si on choisit le nôtre, alors il faut soutenir toute cette folie militariste, peu importe les dommages prévisibles qu'elle cause à nous-mêmes. Eh bien, je travaille par déduction, bien sûr, et j'essaie d'être clair sur ce point. Mais quand je vois toutes ces personnes se lever, Hegseth, notre secrétaire à la Défense, notre chef d'état-major interarmé, dont la description de poste ne devrait pas inclure le fait de mentir au public américain, ça m'agace vraiment, parce que j'ai travaillé pour l'un des chefs d'état-major lorsque j'étais au Pentagone, et j'ai été très clair. Je ne mentirai jamais pour mon organisation. Je l'ai dit très clairement. Et j'ai fait beaucoup de bonnes choses pour l'organisation. Beaucoup de choses dont l'organisation a bénéficié. Vous savez, la marine elle-même. Mais aucune de ces choses n'allait à l'encontre de l'intérêt national. Je ne fais pas le sale boulot de la marine. Je leur ai dit ça dès le début. Et j'ai fait tout un tas de choses qui ont bénéficié à la nation. Et ce n'est pas votre rôle, Monsieur le Président des chefs d'état-major interarmés, de mentir au peuple américain. Votre rôle est de protéger le peuple américain et de prendre les bonnes décisions militaires. S'ils veulent quelqu'un pour mentir, vous leur dites « Trouvez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît ». Et il ne l'a pas fait. Donc il descend dans mon estime. Mais tout ce bruit intérieur qui a surgi immédiatement après l'attaque, qu'on a réussi, qu'on a détruit Fordo, ce qui, je pense, s'avérera faux. Même s'ils avaient réussi à détruire Fordo, cela ne changerait pas la conclusion que je viens d'exposer. Donc, même si vous avez détruit Fordo, les centrifugeuses de Fordo, cela ne changerait pas la conclusion dont je parle ici. Mais je pense que vous allez découvrir que Fordo, les centrifugeuses à Fordo, n'ont pas été détruites. Cela prendra du temps, parce que, vous savez, il faut que les gens creusent pour vérifier. Et comment ces personnes sauraient que les centrifugeuses ont été détruites à Fordo? Cela me dépasse. En fait, j'ai perdu mon temps à écrire au sénateur Tim Kaine pour lui expliquer comment il pourrait interroger la communauté du renseignement américaine afin d'obtenir des informations. Car nos satellites d'alerte précoce devraient pouvoir tirer des conclusions à partir des panaches de détonation sortant des conduits d'aération. Nous aurions dû être capables de déterminer, grâce à nos satellites d'alerte précoce, si les ogives pénétrantes avaient effectivement atteint la cavité. Nous avions des données provenant de nos satellites d'alerte précoce qui nous auraient donné de bonnes informations inférentielles sur la question de savoir si et quand ce pilote, lorsqu'un des pilotes cités a dit que toute la zone était illuminée comme en plein jour, ce que cela m'a indiqué, ce n'est pas que des dégâts avaient été causés à l'intérieur. Cela m'a indiqué que tous les dégâts qui auraient pu être causés à l'intérieur avaient été réfléchis et déviés vers l'extérieur, dans l'air au-dessus de Fordo, qu'il n'y avait pas eu de pénétration profonde de l'onde de choc à l'intérieur de l'installation de Fordo. Et si nous avions observé cela plusieurs fois sur ces évents, cela nous aurait montré que les évents n'avaient pas été compromis, car ces évents auraient été équipés de mécanismes de blocage pour empêcher les ondes de choc de ces munitions de pénétrer dans les cavités, dans les halls des centrifugeuses.
Nous devrions donc savoir. Nous ne devrions pas savoir exactement, mais nous devrions en être capables. Et j'ai dit au sénateur Kane, et je n'ai même pas eu la courtoisie, je suis en colère à ce sujet. Je n'ai même pas eu la courtoisie d'une réponse reconnaissant ce que je lui ai dit. Et il est là, à parler, disant qu'il est préoccupé par le renseignement. Je ne le pense pas. Je crois qu'aucun de nos élus au Sénat ne fait son travail. Ils parlent tous de renseignement, et même ceux qui semblent préoccupés ne montrent aucun intérêt à réellement faire des recherches. Je leur donne un 0. J'en ai assez de notre Sénat et de notre Congrès. J'en ai marre. Eh bien, je pense qu'il mérite probablement toutes ces critiques. On leur dit, j'ai les connaissances et la capacité technique pour leur expliquer. Je n'ai pas accès aux renseignements, mais j'y ai eu accès à un moment de ma carrière. J'aurais pu diriger l'étude qu'ils avaient besoin de faire. Je veux dire, j'ai simplement réalisé l'étude de l'extérieur, sans accès à aucune information du renseignement. Je vous ai donné le rapport de renseignement qu'ils auraient reçu. J'ai beaucoup de compétences techniques pour faire ce genre de travail. C'est pour cela que j'étais conseiller auprès du chef des opérations navales. Ils disposent d'une source de conseil. Ils ne sont pas obligés d'accepter ce que je dis. Je fais simplement remarquer, voici ce que vous devriez demander, voici ce que vous devriez exiger en tant que membre de la commission du renseignement du Sénat. Ils ne sont pas intéressés. Alors, que dois-je penser quand Mark Kelly remet en question le jugement de Tulsi Gabbard, quand il essaye de discréditer cet iconoclaste, Ted Postol, ce type bizarre qui était pourtant conseiller auprès du chef des opérations navales, alors même qu'il lui a montré que les renseignements diffusés par l'administration Obama étaient faux et trompeurs. Il aurait dû le savoir. Et quand j'ai contacté son équipe en disant « Je peux vous faire un briefing à ce sujet », il n'était pas intéressé. J'ai reçu une remarque sarcastique de la part d'un membre de l'équipe. Je peux même l'envoyer à ceux que ça intéresse. Eh bien, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin de vos absurdités. Voilà un membre du personnel qui est censé s'y intéresser. C'est un membre du personnel qui soutient un sénateur siégeant à la commission du renseignement, lequel détient des informations montrant qu'un rapport de renseignement qui a failli nous mener à la guerre avec la Syrie en 2013 était un faux rapport, qu'il a été présenté par le secrétaire d'État de l'époque, John Kerry, à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, où il a juré que si l'administration recevait l'autorisation de mener une action militaire, cela aurait été justifié. Il leur a menti. Cela ne vous intéresse pas, sénateur Kelly. Alors pourquoi êtes-vous sénateur? Voilà ce que je pense. Pourquoi avez-vous été officier de marine? Cela me met vraiment en colère, parce qu'il a été officier de marine. Il était aviateur naval avant d'être astronaute. Et alors? Voilà où en est notre gouvernement, le gouvernement américain, aujourd'hui. Voilà ce qu'est notre gouvernement. Des gens élus, certains véritables officiers militaires, formés comme officiers, qui à l'époque où je conseillais le chef des opérations navales, n'auraient été que de petits jeunes, à courir partout pour aller chercher le café. Et maintenant qu'il est sénateur, il ne veut pas savoir qu'il y a eu de fausses informations qui ont failli nous entraîner dans une guerre. Je n'ai aucune patience pour ça. Désolé. Et je ne vois pas pourquoi je devrais être poli ou diplomate à ce sujet. C'est scandaleux. Je ne comprends pas. Je suis tout à fait d'accord. Je partage votre frustration. C'est juste que je pense que c'est un problème de notre époque. Une gouvernance très médiocre. Et, eh bien, professeur Postol, merci beaucoup. Il y a au moins quelques voies de bon sens et une véritable expertise dont on devrait profiter au lieu de les ignorer lorsqu'elles ne servent pas un récit. Well, like I said,
Eh bien, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui connaissent bien mieux les questions de politique, comme vous et d'autres, et je pense que c'est une bonne chose. Mais les aspects techniques comptent. C'est la base sur laquelle repose une bonne politique dans de nombreux jugements dans ce domaine. Donc merci de m'avoir invité. Merci encore. Oui. Au revoir. Thanks again. Yeah, bye-bye.